projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Cet entrepreneur de la diaspora camerounaise a fait de sa passion des mathématiques et de l'économie une vocation. Sa société de capital risque, Reda Finance, des petites entreprises africaines qui peinent à démarrer. Trouver des capitaux pour se lancer en Afrique n'est pas impossible et il nous explique pourquoi. C'est notre invité du jour. Aujourd'hui, sur l'écosystème en Afrique en général, les entrepreneurs locaux qui se lancent ont deux principaux problèmes. Le premier, manque de capitaux et le deuxième, manque de compétences. Comment un quartier bien connu des Africains de Paris a fait mentir sa réputation sulfureuse? Renouveau architectural, engouement des créateurs, lieu de lien social, Château-Rouge se réveille. Il faut que les gens ils viennent découvrir. Donc nous essayons de montrer une vitrine qui peut aussi effacer tout ce qu'on pense du mal aussi des quartiers. Le Ghana est-il la patrie des startups? Un écosystème est en pleine expansion dans le pays pour favoriser l'essor de ces jeunes entreprises. Ici, au Ghana Innovation Hub, nous avons une étagère où nous présentons les produits de nos entrepreneurs. Donc, tous ces produits que vous voyez ici sont des échantillons de ce qu'ils font et dans le but de les aider, nous en faisons la promotion. Le quartier Château-Rouge, la Goutte d'Or située à l'est de la butte Montmartre à Paris, est bien connu des Africains. Pendant longtemps, il a été un lieu où régnait l'insalubrité et le trafic de drogue, mais depuis quelques années, grâce notamment à la politique de rénovation menée par la municipalité du 18e arrondissement de la capitale, il offre un nouveau visage. Pour le plus grand plaisir des habitants du quartier, des créateurs attirés par sa nouvelle énergie et bien sûr des visiteurs. Un reportage de Nicolas Margeran. Dans sa boutique rue des Gardes, Boubacarry Sidibé s'affaire pour préparer une robe de soirée sur mesure. Ce couturier ivoirien fait partie de la coopérative Made in Goutte d'Or qui regroupe différents artisans du quartier. Il partage notamment son atelier avec Cheikh Omar et Mathieu Corré. Pour lui, la diversité des créateurs est un véritable atout. Il y a du potentiel ici et vraiment il faut que les gens ils viennent découvrir. Donc nous essayons de montrer une vitrine qui peut aussi effacer tout ce qu'on pense du mal aussi des quartiers. Donc nous voulons vraiment relever les défis. C'est tout à Paris, c'est la capitale de la mode. Donc nous essayons de ramener notre pierre. Créée en 2011, la coopérative de la Goutte d'Or s'est donnée comme objectif de favoriser le développement économique des artisans et commerçants du quartier. Fadel a commencé à travailler comme tailleur en 2005. Avec Annie, une ancienne commerçante, il se rappelle l'état du quartier à l'époque. C'était une horreur, on ne peut pas dire autre chose. Ouais, c'est vrai. Il y avait un trafic de drogue, d'abord c'était sale, c'était vieux. Ça, c'était pas le problème. Avec des bâtiments vraiment complètement dégradés. Et puis dégradés. Trafic de drogue. Oui. Moi, j'ai eu des clientes qui sont arrivées, qui tremblaient, qui étaient complètement traumatisées parce qu'on les avait arraché leur chaîne, on les avait arraché leur téléphone à la main parce qu'ils étaient en train de téléphoner. Ils ont pris des gifles parce qu'il y avait plein de choses qu'on ne pouvait même pas imaginer. Et tout ça, aujourd'hui, c'est disparu. Il y a un ou deux établissements qui sont mal fréquentés, mal tenus. Fadel a été consulté par la mairie pour penser le réaménagement de certaines rues. Moi-même, j'avais demandé des plans à l'époque, parce qu'on m'avait amené des plans pour me dire que voilà la rue Mira. Voilà maintenant la nouvelle configuration qui va exister sur la rue Mira, sur la rue Cavé, sur la rue Afre, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut commencer déjà à changer la configuration de ces vieux immeubles qu'il faut casser et reconstruire. Et ensuite, ce n'est pas juste pour construire, mais c'est avec des nouveaux projets. Faire venir des créateurs, faire de l'expérience, pas seulement des gens qui résident du quartier ou qui travaillent du quartier, mais d'autres compétences pour pouvoir pratiquement les installer dans le quartier. Et ça a été fait et que ça a apporté énormément pratiquement de réconfort, non seulement ce que je disais du côté psychologique, surtout, parce que ça a donné plus d'assurance et de sécurité aux habitants et les gens qui travaillent et ceux qui viennent fréquenter le quartier. La rue Mira a changé de réputation avec l'arrivée de boutiques haut de gamme. La marque Peul Vagabond a ainsi habillé 2 fois la star internationale Beyoncé.
La ville de Paris a joué un rôle majeur dans la sécurisation du quartier. Outre la lutte contre le trafic de drogue, la municipalité a participé au réaménagement de près de 1600 logements depuis 2001. Si on se replace à la fin des années 90 ou au début des années 2000, on peut y voir que du mieux. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait un danger de sécurité, enfin d'insécurité. Il y avait aussi un danger d'immeubles pourris. Au fond, ce que nous on a fait à la Goutte d'Or, c'est ce qui nous a évité les drames marseillais. Et donc clairement, le bilan il est extrêmement positif. Il y a encore des points très dur, et c'est un pari qui n'est jamais gagné, parce que ce pari de la mixité, du mélange des populations, moi je pense que c'est le sens de ce qu'est notre nation. C'est plus facile, si je puis dire, de gérer d'un côté des ghettos de riches et d'un côté des ghettos de pauvres, que d'essayer de mélanger tout le monde. Nous, ce qu'on veut faire dans les 18e, c'est mélanger tout le monde, et je pense que la Goutte d'Or, on touche à ce qu'est la réalité de la France contemporaine, c'est-à-dire un vrai mélange d'origine sociale, d'origine culturelle, d'origine ethnique aussi pour une part, une vraie envie des habitants de vivre ensemble, et au fond, je pense que c'est très à l'image de ce qu'est la France d'aujourd'hui. Pour redorer l'image du quartier et favoriser la mixité, la ville a également favorisé le développement d'espaces culturels. Construit à la place d'un terrain vague, le 360 Paris Music Factory est à la fois un lieu de restauration et une salle de concert. À partir du moment où on crée un beau lieu qui n'est pas dédié à une catégorie des habitants, une catégorie de la population, mais ouvert à tout le monde, les gens ils s'approprient. Aujourd'hui, ce carrefour, c'est extrêmement propre en comparaison avec d'autres carrefours dans le quartier. Et même les plantes que vous voyez devant le lieu, j'ai l'impression que les habitants le protègent. J'ai vu quelquefois, quand un passant voit qu'il y a un paquet de cigarettes qui est tombé à côté des plantes, il le prend, il le met dans la poubelle. C'est-à-dire, les gens, ils pensent que c'est un petit peu le lieu de leur quartier, donc il faut le protéger. Le lieu rend fier les habitants du quartier, comme Saïd. En tout cas, quand j'ai habité ici, ça a été chaud. Voilà, ici c'était vraiment, on appelait le quartier Chicago. Moi je suis parti 4 ans dans le sud, je suis revenu, il y a eu un changement. Les jeunes sont plus posés, on sort moins avec la peur maintenant. Ça fait plaisir que des gens viennent, des touristes viennent voir ce quartier-là, et voilà. Saïd Assadi se réjouit aussi que la culture soit rendue accessible dans les quartiers populaires. Quand vous regardez notre lieu, même tous ces baies vitrées qui, dès qu'il fait beau, qui s'ouvrent vers le quartier, ont joué un rôle très très important. Et pendant cette histoire de Covid où les gens ne sortaient pas beaucoup de leur quartier, quand ils passaient devant le 360, où ils voyaient que les musiciens qui sont en train de jouer, et qu'ils pouvaient rentrer dans le lieu juste pour prendre un verre ou prendre un café et écouter la musique, ça provoquait une sorte vraiment mixité incroyable. Voilà, donc la conclusion, c'est ça, il faut faire des beaux lieux culturels, mais ouverts vers le quartier, parce que souvent on a tendance de construire les lieux culturels, juste il y a une porte, tout est fermé. Évidemment, les gens, quand ils passent, surtout dans les quartiers populaires, ils disent « c'est pas pour moi ». Le financement des startups en Afrique rime avec opportunité pour notre invité Harry Youmbi. Cet entrepreneur camerounais installé en France a décidé de donner toutes les chances de se développer à de jeunes pousses du continent. Sa société de capital risque, Reda, leur apporte leur premier fonds d'amorçage. Il finance déjà 3 startups dans son pays d'origine et cherche d'autres candidats à l'aventure entrepreneuriale. Un pari risqué, mais réalisable, comme il l'a expliqué à Laurent Soustras. Harry Youmbi, bonjour. Vous êtes le cofondateur de Reda Capital. Pourquoi Reda Capital ? Reda Capital, déjà, c'est parti d'un constat très simple. C'est qu'aujourd'hui, sur l'écosystème en Afrique en général, les entrepreneurs locaux qui se lancent ont 2 principaux problèmes. Le premier, un manque de capitaux, et le deuxième, un manque de compétences. Aujourd'hui,
Reda Capital a pour vocation justement d'adresser ces deux problématiques-là en apportant au sein des entrepreneurs qui nous sollicitent un appui financier et un appui opérationnel en apportant nos compétences opérationnelles et en les accompagnant au quotidien dans le suivi et le développement de leur activité. Il s'agit d'entrepreneurs africains ou issus de la diaspora? Entrepreneurs africains et de la diaspora africaine. Aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes une équipe de 10 personnes, 10 entrepreneurs qui ont une expérience à la fois occidentale et aussi africaine. Donc nous apportons justement nos compétences et notre expérience sur ces deux environnements-là. Pourquoi un tel défi de financement en Afrique? Pourquoi ne parvient-on pas à faire d'emprunt en Afrique quand on est un entrepreneur? Alors, lorsqu'on est entrepreneur, très souvent, il faut comprendre le contexte. C'est que très souvent, le besoin d'entreprendre, c'est pas une vocation, c'est pas une nécessité. On entreprend en Afrique par nécessité. Et dans ces conditions, très souvent, on n'a pas d'argent. On n'a pas forcément la bonne formation qui va avec et on n'est pas forcément encadré par les bonnes personnes. Et dans ces conditions-là, bonjour la banque qui va vous prêter de l'argent, bonjour où que ce soit que vous puissiez trouver des fonds. Aujourd'hui, les banques, elles n'ont pas vocation à financer le risque et voilà, c'est très compliqué pour les entrepreneurs qui sont sur le continent. C'est compliqué, mais qu'est-ce qui décourage les financeurs traditionnels? Pourquoi les banques sont-elles si frileuses? C'est une question qu'on pose tout le temps. C'est une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, on étudie nous aussi la question en interne et la réponse, elle est pas si simple. Premier élément qu'on a pu identifier, c'est que les banques ont besoin de savoir, d'avoir une entreprise en face d'elle qui a un minimum de structuration. Il y a des conditions qui reviennent très souvent, 3 ans d'activité, un minimum de chiffre d'affaires, ça va très souvent dans des millions, ce qui n'est pas à la portée de toute activité qui démarre. Et très souvent, elle va vous imposer des conditions qui sont moins facilitatrices. Je prends un exemple très simple. Vous avez besoin de faire un emprunt pour acheter des machines. Vous avez un fournisseur local qui vous fait des machines je vais donner un chiffre tout bête, à 10 millions. La banque, elle vous impose d'acheter chez un partenaire qui vous prend 3 à 4 fois le prix et en plus avec des conditions qui souvent sont très difficiles au niveau du taux, des taux à 15%, bonjour, pour pouvoir les rembourser. Avoir des titres fonciers d'une valeur de 30 à 40 millions. Pour vous qui démarrez une activité commerciale, vous êtes tout jeune, plein de rêves, où les trouver? C'est très compliqué. Donc il y a ça. Et un autre problème également qu'on a sur le continent, c'est qu'on a très peu, surtout sur la partie francophone, parce que la partie anglophone, elle a une avance sur la partie francophone par rapport à ça, c'est qu'on a très peu de fonds d'investissement qui sont capables d'adresser des projets en entrée, des projets en early stage. Et déjà qu'il y en a très peu, et encore ceux qui sont là, ils adressent des projets qui sont arrivés à un niveau de maturation très élevé. Comment donc avoir un écosystème dynamique si on n'est pas capable de pouvoir financer les jeunes entreprises qui se créent, sachant que la majorité, 90% des entreprises qui meurent aujourd'hui, elles meurent entre 0 et 5 ans. Mais pour autant, est-ce qu'on peut tout financer en Afrique? Très bonne question, mais je pense que oui, on peut tout financer. Maintenant, au nom de Reda Capital et de l'organisation que je représente aujourd'hui, on ne peut pas tout financer. Nous, on ne va pas tout financer. On ne va pas financer, on va financer des activités qui ont vocation à avoir de l'impact local. On est très regardant sur le développement social et durable local. On est très regardant sur les secteurs d'activité qu'on vise, l'agroalimentaire, l'éducation, la santé, et aussi des secteurs comme la culture. Mais maintenant, on limite un peu le cadre. Il y a des trucs qu'on ne fera pas, l'alcool, les drogues,
Voilà, c'est des secteurs d'activité où on ne va pas forcément rentrer, mais on va rentrer sur des activités qui ont vocation, par exemple, à valoriser les productions locales, la transformation semi-finie ou finie des matières premières. Ça, c'est des domaines sur lesquels on est très intéressé. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Nous restons dans l'entrepreneuriat à travers l'exemple du Ghana. Dans ce pays qui compte plus de 500 startups, de nombreux entrepreneurs débutants manquent de compétences mais aussi d'accès au capital et à la technologie pour gérer une affaire et opérer dans un environnement compétitif. Pour y remédier, le gouvernement du Ghana mise sur des incubateurs de startups et ils sont plébiscités par les entrepreneurs. Nos journalistes Georges Ebo-Sake et John Awotwi ont visité l'un d'entre eux, le Ghana Innovation Hub. Regardez. Avec la création de cette nouvelle entité de soutien, le Ghana Innovation Hub, le gouvernement du Ghana cherche à aider des entrepreneurs comme Folassad Rufai de Dawa Food à élever leur entreprise au niveau de la concurrence internationale et ce, même sur le marché local. Au moment où j'ai postulé au programme, je n'avais pas de gestion financière structurée en place pour mon entreprise. Le programme m'a aidé à avoir une meilleure comptabilité et au moment où je parle, une meilleure structure de gestion financière pour mon entreprise. J'ai également pu rencontrer des amis ici qui m'ont présenté des personnes pouvant stocker mes produits. Le Ghana Innovation Hub a été créé par le ministre ghanéen de la Communication avec un financement de la Banque mondiale. Depuis sa création en 2019, le centre a engagé plus de 2000 groupes de jeunes avec des programmes de formation à l'entrepreneuriat. Résultat, environ 90 nouvelles entreprises ont été créées et à divers stades de développement. Nous avons 3 partenaires principaux dans la mise en œuvre. Je travaille donc moi-même pour MDF West Africa. Nous sommes également partenaires avec GCTU et Blue Pace Africa. C'est donc un consortium de 3 organisations qui gèrent cet espace et les programmes. La nature des entreprises soutenues par le GIH est variée. Ils comprennent l'agroalimentaire, l'emballage, les industries basées sur la technologie et les innovations. Le centre propose également des espaces de travail pour les entreprises, une salle de conférence pour la formation et des ateliers et des salles de réunion pour la planification, le networking et l'engagement. Le Hub dispose également d'un espace pour présenter les produits des stagiaires à des fins de marketing et de promotion. Ici, au Ghana Innovation Hub, nous avons une étagère où nous présentons les produits de nos entrepreneurs. Donc, tous ces produits que vous voyez ici sont des échantillons de ce qu'ils font et dans le but de les aider, nous en faisons la promotion. Lorsque quelqu'un entre, il peut obtenir les coordonnées de l'entrepreneur, ensuite le contacter et passer sa commande. Des centres comme le Ghana Innovation Hub sont essentiels pour réduire le chômage des jeunes au Ghana en aidant ces entrepreneurs et ces innovateurs à naviguer dans l'espace des affaires grâce au développement des compétences et à l'aide aux ressources. Le pôle d'innovation soutient les jeunes économiquement grâce à l'entrepreneuriat et au développement des entreprises, tout en réduisant la pression sur le gouvernement pour fournir des emplois à ces jeunes dans le secteur public. 2 des entreprises qui faisaient partie de cette cohorte, l'une transforme des œufs en poudre d'œuf qui est utilisée dans les produits pharmaceutiques. Maintenant, ils ont atteint le stade de la fabrication d'autres produits et d'autres produits à base de volaille. Et ils sont maintenant dans le programme d'accélération Orange Connect. Ils ont donc développé leur activité à un niveau où ils ont besoin d'un accompagnement dans la formalisation de leur financement, mais aussi dans leur gestion financière, vente et distribution. C'est donc un exemple. Un autre exemple est Tropical Growers, qui dans cette cohorte Innovate GH, cultive de la laitue et des herbes avec l'aquaponie. La culture hydroponique est un système de culture à base d'eau, où nous n'avons pas besoin de sol. En seulement 2 ans, le Ghana Innovation Hub a aidé à la création et à l'avancement de près de 100 entreprises qui sont actuellement à divers stades de développement. Avec un niveau d'investissement et d'allocation de ressources adaptées de la part du gouvernement et d'autres partenaires de développement, le centre a le potentiel d'apporter à beaucoup de jeunes entrepreneurs l'assistance nécessaire
pour développer leurs idées et leurs visions innovantes afin de contribuer à l'industrialisation du Ghana. Nous retrouvons le financeur de start-up Harry Yumbi. Il revient sur son parcours, sur les difficultés de l'Afrique à développer une vision commune, mais aussi sur le pont que la diaspora peut bâtir avec le continent. Écoutons-le. Vous avez fait vos études au Cameroun. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette formation? Un très bon souvenir. Un très bon souvenir parce que l'éducation au Cameroun m'a permis de développer mon génie à des dimensions que je n'avais pas pu imaginer. À cet effet, j'ai été marqué par deux professeurs. Un professeur de mathématiques en terminale et la même année, un professeur de physique. Et c'est le premier en mathématiques, il m'a appris la simplicité dans les solutions aux problèmes qu'on cherche. Donc, c'est facile à dire, mais l'esprit n'a pas l'esprit humain. Enfin, moi personnellement, ce n'était pas évident pour moi de toujours chercher les solutions simples. J'ai eu ce déclic-là quand j'étais en terminale, et j'essaie toujours au mieux de pouvoir rester vraiment sur les choses simples. Les solutions simples sont toujours les meilleures à des problèmes qu'on rencontre. Ça vous a aidé plus tard quand vous êtes devenu entrepreneur? Oui, beaucoup, parce que lorsqu'on est entrepreneur, on a beaucoup de choses à faire. On doit gérer la communication, on doit gérer les opérations, on doit faire on doit faire du commercial, on doit faire de la technique, et entre tout ça, il faut très souvent ces problèmes, ils viennent en même temps et il faut tous les régler. Et si on n'est pas capable de taper directement sur la solution la plus simple au problème qui nous est au problème qui nous est posé, on perd en efficacité et on perd en pertinence. Comment et pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir étudier en France? Comment ça s'est fait, ce choix? C'est votre famille? Oui, je pense que c'est plus c'est un choix familial que je n'ai pas refusé aussi non plus. C'était l'opportunité pour moi de découvrir de nouvelles choses, de vivre dans un nouvel environnement et aussi voir ce que c'est que l'Europe, tel qu'on me l'a vendu quand j'étais jeune. Arrivé ici, j'ai fini mes études en tant qu'ingénieur mécatronique à l'ESGLEC de Rouen. Et dès déjà mes 3 dernières années ici en France, en tant qu'étudiant ingénieur, je voyais déjà cette vocation d'entrepreneur qui naissait en moi. Et cette nécessité pour moi de faire quelque chose pour le continent, pour lui permettre à ma petite échelle de pouvoir faire un pas en avant vers la résolution des problèmes qu'il a. Et les problèmes du continent, pour vous, c'est lesquels en premier lieu? Premièrement, je pense qu'on a un problème identitaire. Je pense que premièrement, on a un problème identitaire parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, on a beaucoup de facilité à embrasser beaucoup de choses sans avoir le recul de faire le tri sur ce qui peut nous construire et sur ce qui peut nous détruire. Le premier problème, il est là. Ensuite, on a un problème je ne dirais pas de solidarité, mais on n'arrive pas encore à créer des synergies fortes. Le continent dans sa globalité, bon, après, il y a plusieurs Afriques, bien entendu, mais ce problème, il est un peu apparent un peu partout, que ce soit au Cameroun, d'où je viens, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. On n'arrive pas encore vraiment à se réunir autour d'une vision et à se consolider en tant que communauté qui doit porter une ou plusieurs voix, mais rassemblées sur la même vision. Et justement, à cet égard, est-ce que vous envisageriez de revenir installer votre société en Afrique? Ou est-ce que vous pensez que le pont entre les deux continents est très précieux pour faire régresser justement ces difficultés que connaît l'Afrique? Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Reda Capital a été créé dans une vision d'être un pont. Un pont qui relie une communauté de la diaspora en France et les entrepreneurs localement.
que ce soit localement ou ceux de la diaspora. Donc l'idée pour nous, c'est de permettre à la diaspora qui a une bonne situation ici en France et qui veut contribuer quelque part en rendant un peu de ce que l'Afrique leur a donné par de l'investissement dans du productif en Afrique. Et pour le faire, aujourd'hui, de l'expérience que nous avons, il est presque nécessaire, il est plus que nécessaire d'être ici pour avoir cette confiance envers cette diaspora-là. Et à moyen terme, il faudra également, pour avoir plus de proximité avec les entrepreneurs sur le continent, créer des entités locales qui auront plus de proximité avec eux localement et qui pourront mieux comprendre leurs besoins locaux et mieux les adresser avec des solutions adaptées à leur environnement. Donc, pour répondre à votre question, une implantation locale est nécessaire, oui, mais une consolidation également de Reda Capital en France et en Occident plus généralement est également indispensable. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Harry Younli ainsi que nos émissions sur notre site africaenair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous!